Gilbert, je suis trop content de t'accueillir sur ma chaîne. Je suis très content de venir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, je crois qu'on va... À la fin, on va se marrer, on va apprendre des trucs. J'ai un concept pour toi, c'est normal ou pas. Allez. Gilbert, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis médecin sexologue. Actuellement, je suis surtout directeur médical scientifique de la plateforme Charles.co, qui est une plateforme de téléconsultation où on peut consulter pour problèmes d'érection, d'éjaculation, de libido, etc. Donc, il y a plein de trucs que tu pourras nous apprendre. Tu as fait plein de contenu sur ta chaîne. Je mets évidemment les liens juste en dessous. Mais il y a des fois où on se dit juste, il est 2 h du matin, j'ai pas la ressource sous les yeux. Est-ce que c'est normal ou pas? C'est une des questions qui revient le plus en sexualité. C'est normal que ça arrive, ça? Ou on fait quoi? C'est hyper courant comme question. Ouais. Bon, bah donc on va voir ensemble, c'est normal ou pas. J'ai fait une petite sélection de commentaires que j'ai pu voir passer sur des forums, de Reddit, jeuxvideo.com, ce genre de choses-là. Et je vais te poser la question les 2 yeux dans les yeux. C'est normal ou pas? Let's go. Let's go. Est-ce que c'est normal ou pas? Je fantasme sur ma prof de maths à 35 ans. Elle me crie dessus dans mes rêves et j'adore ça. Est-ce que c'est normal de... C'est lui qui a 35 ans ou sa prof? Est-ce que c'est normal de fantasmer sur un prof de maths à 35 ans? Fantasmer sur les profs, oui. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, fantasmer sur des personnes d'autorité, c'est assez courant, assez habituel. Ils ont un côté parfois un peu charismatique. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on fantasme rarement sur le prof qui est timide et qui n'ose pas. C'est plutôt des personnes avec une personnalité. Donc ça, c'est hyper fréquent. Il y avait une deuxième partie dans la question. Oui, exactement. C'est... Je me crie dessus dans mes rêves et j'adore ça. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle les fantasmes de type sadomasochiste, qui sont hyper fréquents. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, on dit toujours sadomasochiste, on les dit en même temps, sadomaso, on les utilise. Et pourtant, normalement, théoriquement, ça ne colle pas. Puisque le sadique, ce qu'il veut, c'est prendre plaisir à voir qu'il fait du mal. Et le masochiste, il a plaisir à avoir du mal. Donc le sadique, il n'est pas content parce qu'il a du plaisir, l'autre. Il y a un paradoxe, donc les deux ne vont pas forcément ensemble. Non, mais c'est des jeux de tendance, en fait, qu'on appelle sadomasochisme, et c'est hyper fréquent. Ça fait partie des stimulations sexuelles, comme envie d'être vu, envie de voir, envie d'être dominé, envie de dominer, etc. Donc je dirais, c'est un des fantasmes les plus banals qui existent, celui de notre ami qui fantasme sur sa prof. Globalement, le fantasme, c'est normal ou c'est pas normal? C'est normal. La question qui se pose, c'est est-ce que l'absence de fantasme est normal? C'est plus comme ça qu'on le voit en médecine sexuelle. Et en réalité, quelqu'un qui dit « je n'ai pas de fantasme », en gros, c'est une personne qui dit qu'elle n'a pas de fantaisie. Ce qu'on entend par fantasme, c'est je pense de temps en temps à du sexe, c'est un fantasme. Peu importe quel genre, il n'y a pas besoin que ça soit une fantaisie, un scénario incroyable. L'absence totale de toute idée sexuelle, de tout fantasme au sens, je pense à de la sexualité, de tout intérêt pour la sexualité, là il faut regarder pour faire le distinguo, est-ce que c'est un trouble de la libido ou une asexualité qui, elle, n'est pas une anomalie en soi. Mais le trouble de libido, c'est quelqu'un qui dit « mais c'est bizarre, j'ai plus du tout de désir, j'ai plus du tout d'intérêt pour la sexualité dans ma tête. J'aimerais bien, mais ça vient pas. » Et dernière chose avant de passer au point suivant, un fantasme qui serait tordu, est-ce que ça veut dire qu'on est quelqu'un de tordu? Non. D'ailleurs, je dis toujours, les fantasmes sont faits pour faire des fois ce qu'on n'oserait jamais faire dans la vie réelle. D'ailleurs, il y a des fantasmes qu'on va réaliser, d'autres qu'on ne va jamais réaliser. D'autres qu'on va réaliser, on va dire, c'était ça en fait. Voilà. Et j'ai même remarqué chez mes patients que parfois, le fait de fantasmer sur le fantasme suffit pour être excité. Alors, pour dire ce que c'est fantasmer sur le fantasme, je donne un exemple. Une personne qui dit « j'aimerais bien essayer le triolisme, l'échangisme ». Mais quand elle s'imagine y être, tu dis « oh putain, j'irai pas jusque-là ». Mais ça m'excite en même temps. Le fait de, pendant le rapport sexuel avec son partenaire ou sa partenaire, t'imagines si là maintenant il y avait une troisième personne, ils fantasment sur le fantasme et en fait ça suffit pour les faire exciter encore plus. Donc faites ce que vous voulez des fantasmes. Les 2 choses que je vous conseille, c'est de tenir compte donc des 2 éléments. Premièrement, si ça devient un fantasme présent de façon intrusive, on y pense tout le temps, de façon continue, on n'arrive pas à l'enlever de la tête, ça veut dire que c'est devenu une obsession et pas un fantasme. Et le deuxième, si c'est des fantasmes qui vous dérangent. Quand je vois des petites filles, ça m'excite, ça me dérange. Oui, là c'est plus un fantasme, là il vaut mieux demander de l'aide avant de passer à l'acte. Ou des fantasmes de type je sens que je pourrais passer à tel acte, je me freine parce que je n'ai pas du tout envie. C'est-à-dire là ça devient quelque chose qu'on appelle intrusif ou obsessionnel. En dehors de ces situations, faites ce que vous voulez dans l'imaginaire, c'est fait pour ça. Merci beaucoup, docteur. D'utiliser le mot normal ou pas normal? C'est pas normal. Je ne l'utilise jamais. C'est la première fois dans une vidéo où je l'utilise parce qu'on est en train de faire cette série-là et que je sais que c'est le mot le plus utilisé. En sexualité, on dit satisfaisant, pas normal, pas normal. Une question simple que je vous conseille de vous poser. Vous pensez
aux 2-3 derniers mois de votre vie sexuelle. Et vous vous posez cette question-là. Qu'est-ce que je ressens quand j'y pense? Si c'est neutre ou positif, c'est que tout va bien. Si je ressens du négatif, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que je suis satisfaite, satisfait? Peu importe ce qui se passe. Il y a peut-être des petits détails, etc. Mais globalement, ça va. Si la réponse est oui ou plutôt oui, c'est que ça roule. Donc tu vois, ce n'est pas une forme de case à cocher, c'est comment je me sens moi. Question suivante, très classique. Est-ce que 12 cm, c'est trop petit pour faire jouir quelqu'un? Est-ce que c'est normal ou pas normal d'avoir un pénis de 12 cm? Ah, pénis, je pensais qu'on parlait du clitoris. Du clitoris 12 cm. On le verra peut-être dans une autre l'intérieur. À l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose jamais et que dans mon livre, je t'ai dit en off que j'ai écrit un livre, j'ai fait un chapitre sur est-ce que la taille du clitoris, ça compte? Et on a plein de données scientifiques là-dessus. On n'en parle jamais, on parle que du pénis. Le clitoris, c'est entre 12 et 15 cm, je crois. Voilà. Et à l'extérieur, il y a quelques millimètres. Il y a des études qui ont étudié par IRM la taille du clitoris. Et en parallèle, on a vu les scores de jouissance, satisfaction sexuelle, etc. Il y a une petite corrélation entre les deux, en particulier la distance qu'il y a entre le clitoris extérieur et l'orifice du vagin. Et les gens qui nous regardent, si vous avez la référence, vous me la mettez dans les commentaires. Il y a une personne célèbre qui s'est fait opérer 2 fois pour rapprocher son clitoris de l'orifice vaginal en espérant que ça va soigner, entre guillemets, sa frigidité, parce que c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Vous me dites si vous avez la référence dans les commentaires. Ok. C'est l'arrière-petite-nièce de Bonaparte. Voilà. T'as des références de l'époque. C'est ça, et qui à l'époque, elle a fait de la psychanalyse, elle a été voir Freud, etc. Et elle était persuadée qu'en rapprochant, et c'est la première personne qui s'est fait opérer pour changer la forme du clitoris vagin. Ce n'était pas la question. La question était est-ce que 12 cm c'est normal ou c'est pas normal? Alors, juste pour rappel, on peut faire jouir une personne qui a un vagin avec un doigt. Et même sans rien mettre. Donc oui, c'est suffisant pour faire jouir. En fait, la question, c'est plutôt les hommes qui ont une taille de pénis. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, c'est la question, là, tu l'as dit, la plus classique. Tiens, interrogation. Si on demandait à une centaine d'hommes comme ça, random dans la rue, au fait, s'il y avait une technique simple pour augmenter la taille de pénis, tu le ferais ou pas? À ton avis, combien diraient oui? Je pense 98%. Moins, heureusement moins, on est 80%. 60% disent, je me suis déjà renseigné sur est-ce que je peux augmenter la taille de mon pénis? Donc ça fait partie des trucs très classiques. 12 cm pour information, on est dans la taille normale d'un point de vue médical, puisqu'on considère que c'est en dessous de 10 en érection, 9 pour certains experts, qu'on commence à parler de micro-pénis. Et juste pour info, pour mesurer, on ne mesure pas avec une règle, hein. On mesure avec un ruban, parce que le pénis est rarement droit, il y a une petite courbure, donc c'est con de perdre quelques millimètres sur le trajet. Et on part de l'os du pubis, pas de la peau. Pourquoi de l'os du pubis? Parce qu'il nous faut un repère fixe qui ne change pas en fonction du poids qu'on a pris ou est-ce qu'on est ballonné ce jour-là ou un truc comme ça. Et on mesure, et donc la moyenne est de 13,5 cm. 12 cm, oui, c'est suffisant pour une vie sexuelle. Et je vais donner 2-3 petites astuces pour les personnes qui ont un pénis normal, mais en dessous de la moyenne. Et qui disent, bon, j'aimerais bien mieux l'utiliser, ce qu'on appelle, je ne sais plus ce que c'est l'expression, vaut mieux une petite qu'on sait utiliser qu'une... voilà, bref. Une longue feignante qu'une petite qui travaille. Voilà. Ouais. Première chose que je vous conseille, c'est de faire tout ce qu'il faut pour conserver une très bonne érection, parce que la rigidité du pénis fait de sorte que quand il est pendant la pénétration, il va être beaucoup plus ressenti, et ça vient compenser l'histoire de 1 cm en plus ou en moins. Deuxièmement, ne pas hésiter à jouer sur la stimulation non pas profonde mais médiane du vagin. À 2-3 cm de l'orifice, il y a la zone, d'ailleurs on l'appelle parfois point G, et le fait de rentrer 2, 3, 4 cm, de s'arrêter et de faire des petits mouvements d'aller-retour va donner des sensations différentes, surtout si on oriente le pénis de sorte à ce qu'il vienne vers le haut. Troisième astuce. C'est pour ça qu'on a plutôt nos zizi globalement qui ont tendance à faire ça? Eh bien, on se demande. Et ça, en tout cas, c'est pour ça que les sextoys souvent ont cette forme-là, pour aller stimuler cette zone, la paroi antérieure en fait. Donc, il vaut mieux faire des allers-retours. En fait, face à face. Face à face. De quelques centimètres de pénétration, plutôt que d'aller chercher la profondeur. Et quand on est en profondeur, ne pas faire des mouvements d'aller-retour, rester en profondeur et faire des mouvements de bascule bassin contre bassin. D'ailleurs, regardez les mecs, quand votre partenaire est assise au-dessus de vous, est-ce que spontanément elle fait des mouvements, elle monte, elle descend ou d'avant en arrière?
D'abord en arrière. Croyez-moi, c'est pas par fainéantise et parce qu'elle a des crampes dans les cuisses. Hein. C'est pas ça. C'est parce que c'est là où il y a le plus de sensations. Et ben, on peut faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et on fait des mouvements de frottement. C'est dans le porno qui nous montre ces grands allers-retours. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se passe. En fait, dans le porno, il nous montre ça parce que tu as le cadreur qui dit « Je vois rien là. Il faut que je vois du mouvement là. Je vois rien du tout. » Et donc, on se met à faire des mouvements comme ça. C'est normal d'avoir des sensations physiques qui diminuent pendant le rapport? Oui. Ça peut arriver en fonction des positions, en fonction de si on a pris de l'alcool ou pas. L'alcool diminue les sensations physiques. C'est pas pour rien que quand on est bourré, on se pète la jambe, on sent rien en fait. Parfois, le fait d'avoir pris un médicament, d'être fatigué, etc. Parfois juste parce que ça fait longtemps qu'on est en train de... Et parfois parce qu'on a trop frotté, Oui, ça arrive. Tout à l'heure, tu m'avais dit 3 conseils pour maintenir l'érection. Non, j'ai dit les 3 conseils quand on a le petit pénis, c'est conserver une très bonne érection. On pourra en parler tout à l'heure des conseils précis. J'en parle beaucoup sur ma chaîne, des choses pour, en tout cas, ne pas abîmer notre capital érectile. Je l'appelle comme ça, moi. Le deuxième, c'est l'histoire d'avoir des pénétrations qui vont pas forcément au fond. Et le troisième, c'est quand on est au fond, d'utiliser les frottements en fait extérieurs. En gros, de bien utiliser l'appareil orgasmique féminin. Quoi. Très bien. Question con, le fait que tu t'appelles Gilbert, ça n'a rien à voir avec le point G. C'était prédestiné que tes parents t'appellent comme ça, non? Ouais, je pense qu'ils ont senti le truc. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est la tradition. Moi, je suis d'origine libanaise et quand on est baptisé, on nous appelle au nom d'un saint. Et c'est le saint pour lequel on va prier quand on essaye d'avoir des enfants. Donc, tu vois, tout était prédestiné. Tout était prédestiné pour que tu sois là-dedans. J'avais même pas quelques mois qu'on savait déjà, quoi. Commentaire numéro 3 qui rejoint un peu le 1. J'ai eu une érection en jouant à Mario Kart. En regardant Peach en tenue de cuir, j'ai bugué. Est-ce que c'est normal ou pas? Oui, c'est normal. Okay. Oui, ça fait partie. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui regardent du porno qui est en dessin animé, des mangas, etc. Oui, c'est normal. Objet insolite utilisé pour se masturber. Un concombre dans le four, 5 minutes, puis hop. Pourquoi dans le four? Pourquoi dans le four? Je sais pas. Ça, c'était sur Reddit. Ça cuit pas dans le four? Mais je sais pas, un concombre. Je vois pas d'inconvénient à le faire, juste attendez qu'il se refroidisse. Oui, je me suis mis un concombre de 180 degrés dans le cul. Pourquoi dans le four? J'en sais rien. Et d'ailleurs, un conseil que je vous donne, si vous utilisez des objets comme ça, des légumes ou quoi que ce soit, mettez quand même une capote dessus, juste parce que les légumes sont rarement hyper lisses. Il y a toujours des petits endroits qui peuvent blesser. Et comme les muqueuses à l'intérieur sont hyper fragiles, hyper sensibles, un truc comme ça. Le chou-fleur, c'est difficile avec tout. Ouais, non, c'est plutôt le vagin qui devient en chou-fleur après. C'est tout. Ça me fait penser, tu sais, toutes ces images qu'on voit de patients qui sont tombés sur quelque chose. Je suis tombé sur une lampe torche, je suis tombé sur... Mais tu vois ça? C'est un mythe ou une réalité? Non, moi j'ai travaillé aux urgences. J'ai vu des patients qui ont eu des complications, alors, soit tombés sur quelque chose, soit ils sont mis quelque chose dans le canal urinaire en fait. On rigole souvent avec ça et même là les personnes qui nous regardent ils disent ouais tombez dessus. Je vais peut-être casser un peu le truc rigolo, mais je trouve que si nous en tant que médecins on ne prenait pas ça comme léger, comme quelque chose, si on était plus capable de parler des sujets sexuels comme on parlerait de n'importe quel autre sujet, bah, ces personnes-là ne diraient pas « je suis tombé dessus », diraient « j'ai fait un jeu sexuel et j'ai eu un problème ». Tu vois, je trouve que ces situations-là sont plutôt le reflet que nous, en tant que médecins, on n'est pas formés. Ouais. Pareil, quelqu'un qui a une crise hémorroïdaire, etc., bah, voilà, ça va toujours faire sourire. Moi, je trouve qu'avoir un problème lors d'une activité sexuelle, avoir essayé un truc et avoir un souci avec ce qu'on a essayé, moi, en tant que médecin, c'est la même chose que si tu me dis bah, je me suis gratté le nez et ça saigne. C'est vrai que dans le ton de ta voix, tu modules pas du tout, quels que soient les mots que tu utilises. Pour moi, ça fait partie du corps humain. Et je ne vois pas pourquoi ce qu'on fait sur le plan sexuel, on le voit différemment alors que ça fait partie du corps humain. Et même les personnes qui disent « ouais, mais c'est pas naturel d'aller se foutre ça dans le cul, excusez-moi, mais c'est comme ça qu'on va parler. » Tu veux que la sexualité soit que naturelle? Ok, dans ce cas, il faut faire l'amour uniquement quand il faut se reproduire, dans une seule position, parce que la sexualité naturelle, c'est ça. Et dans ce cas, pourquoi la sexualité serait la seule chose qui serait naturelle dans notre vie? Là, par exemple, on a des chaussures, parce que quand on marche, on a mal aux pieds. C'est pas naturel. Il faut qu'on marche pieds nus. S'il y a du soleil, tu mets des lunettes de soleil. Sinon, ça te gêne. C'est pas naturel de mettre des lunettes de soleil. Tu cuis les légumes. Le concombre, tout à l'heure, était dans le four. Tout ça, c'est des choses que l'être humain transforme parce que c'est plus agréable pour lui et c'est plus adapté et c'est plus confortable. Je vois pas pourquoi... Quand on le fait pour la sexualité, tout d'un coup, ça prend une allure un peu bizarre. Éjaculer en moins d'1 minute, normal ou pas normal? C'est gênant, mais c'est normal. Normal au sens médical, il n'y a pas forcément une anomalie. On sait qu'il y a 20-25% des hommes qui sont prédisposés à jouir vite. Par contre, c'est gênant quand on a envie de profiter du rapport. D'ailleurs, c'est une des grandes particularités de l'éjaculation rapide. Je dis souvent à mes patients, c'est pas une anomalie, mais je vais vous soigner. Ce qui est paradoxal.
juste parce que c'est gênant pour la vie sexuelle en fait. Est-ce que tu connais le top 3 des super-héros les plus fantasmés? Ah purée, non. Je pensais que tu allais me dire les top 3 des fantasmes. Super-héros les plus fantasmés? Ouais. Non. Alors en 1, c'est Wonder Woman. On aurait pu s'en douter. Ouais. Ça rejoint celui qui jouait à Mario Kart tout à l'heure. Ouais. En numéro 2, Catwoman. Et en numéro 3, Deadpool. Tiens. Pour son franc-parler, j'imagine. Donc ça, c'est des fantasmes masculins ou féminins? Ou les plus courants? Les plus courants. Ouais. Les plus courants. J'aurais été curieux de savoir quelles sont les 3 personnalités publiques, personnages sur lesquels on fantasme le plus. Ouais, on a souvent des surprises. Je me souviens qu'il y avait une actrice française où tout le monde avait dit mais comment elle peut être classée parmi les plus sexy? Et en fait, ça me fait penser à chaque fois que il y a une différence entre trouver quelqu'un désirable et le trouver beau ou belle. Il y a une vraie différence. Tiens, j'ai une question, celle-là elle est personnelle, je l'assume. Je trouve qu'aujourd'hui, alors moi je suis hétéro, je trouve qu'il y a une forme, notamment pour les femmes, où j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un peu toutes, tu vois, dans les standards de beauté. Oui, je suis d'accord aussi. Et dans ce côté, en fait, un peu lissé, le fait que j'ai l'impression qu'elles se ressemblent beaucoup, oui. Je m'y retrouve parce que pas. La différence attire l'œil, en fait. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Par exemple, il y a une étude qui a été faite où on a montré des petites vidéos de personnes et on a demandé aux gens qui participent à l'étude de les classer. Au début, on leur a dit de la plus belle à la moins belle. Ensuite, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on allait leur dire maintenant, vous allez les classer de la plus attirante sexuellement à la moins attirante. Ce n'était pas le même classement. Et en fait, les personnes qui sont les plus attirantes, les plus désirables, en général, c'est pas que la beauté. En général, il y a une petite asymétrie dans le visage. C'est pas un visage hyper lisse, carré, symétrique, etc. Il y a une petite cicatrice, il y a un truc. Ensuite, dans l'allure, le charisme, comme on dit. Et donc, si vous ne vous trouvez pas beau ou belle, travaillez plutôt le côté allure, le côté attitude. Je donne un exemple hyper courant, Serge Gainsbourg. On ne peut pas le classer dans les canons de beauté. Et pourtant, Cassel. Cassel, techniquement. Voilà. Oubliez l'idée de beau ou belle. Travaillez plutôt ce que vous allez dégager, en fait, ce que vous allez donner comme sensation. Ah, ça me rassure parce que parfois quand je vois, que ce soit mec ou nana, tu sais, ce côté très stéréotypé, ils essaient d'avoir tous pour les mecs, la mâchoire. Chez les filles, c'est les mêmes sourcils, les mêmes coiffures. Les mêmes coiffures. Les mêmes fringues, limite. Les mêmes fringues, tu as l'impression juste que c'est des copier-coller, il n'y a plus aucune singularité. D'ailleurs, tu as remarqué un truc, quand une personne va dans un pays étranger, en général, elle devient plus désirable qu'elle l'était dans son pays, juste parce qu'elle est différente des personnes qui l'entourent. Donc, soyez différents, soyez différentes. C'est vraiment. Ah oui. Cherchez pas à vous fondre dans le moule. Soyez ce que vous voulez, soyez ce que vous êtes, mais soyez bien. Même si ça colle pas aux standards de beauté qu'on pourrait imaginer. Ça colle pas, donc ça colle pas, normal. On s'en fout. Ah ouais. Bon, super, merci beaucoup. On parle de cunnilingus et la personne dit « Moi, je trouve ça long et mouillé, je préfère un bon massage des pieds. » C'est une femme qui dit ça. Est-ce que c'est normal qu'elle n'aime pas le cunnilingus? Là, visiblement, c'est pas tellement qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle n'y trouve pas trop de plaisir, en fait. Elle n'a pas dit ça me dégoûte, elle a dit c'est mouillé, c'est long. Donc je pense qu'effectivement il y a ce qu'on appelle les troubles de l'excitation sexuelle, en particulier au niveau du clitoris. Là je vais vous montrer sur la maquette. Le clitoris, ça c'est l'intérieur du corps, hein, okay. Donc l'intérieur il y a des branches, etc. À l'extérieur, le clitoris c'est juste la pointe rose que vous voyez ici. Chez certaines femmes, vous voyez le truc vert là qui est au-dessus, le capuchon du clitoris, un peu comme chez l'homme. Le prépuce. Le prépuce, d'ailleurs, certains médecins l'appellent le prépuce de clitoris. Et parfois, il est long. Et donc, il vient masquer le clitoris. Et parfois, il y a des adhérences, un peu comme le phimosis. Chez les garçons, on peut avoir des phimosis. Et dans ces cas-là, en fait, le clitoris, quand on le stimule, il n'est pas vraiment stimulé parce qu'il y a une partie cachée, une partie collée à la capuche. Et donc, dans ces cas-là, un des trucs que vous pouvez essayer, c'est vous mettez 2 doigts comme ça et vous tirez légèrement vers le haut et ça va décapuchonner un peu. Et le clitoris sera stimulé de façon meilleure. Il y a des femmes qui trouvent que c'est trop sensible quand on stimule directement le clitoris. Oui, il y a celles qui trouvent que c'est trop sensible, soit c'est juste parce qu'on a été comme des brutes au début et qu'elles préfèrent y aller crescendo, soit si systématiquement elles disent « mais moi ça me fait mal quand on touche », avant de dire que c'est psychologique, vérifiez chez gynéco ou uro qu'il n'y ait pas des adhérences, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette peau qui est au-dessus du clitoris, qui est un peu collé au clitoris et qui vient gêner toutes les sensations, un peu comme un mec qui a un phimosis, qui a le prépuce serré et on tire d'un coup dessus. C'est à peu près les mêmes douleurs en fait. Il y a certaines personnes qui sont mal à l'aise avec le fait d'aller mettre la bouche sur les zones génitales. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, il y a beaucoup de mecs qui disent « moi le cunnilingus,
Ça me refroidit. Par contre, fellation, ça les dérange pas. J'aime beaucoup le côté déculpabilisant et expliquant que tu as. Ah, cool. Moi, pour moi, c'est même pas pour déculpabiliser. Moi, je trouve que c'est logique de voir ça comme on peut le voir pour n'importe quel autre élément de notre vie, en fait. Alors, celle-là, elle est balèze. Vas-y. Normal ou pas normal? Je me masturbe devant mon reflet. Est-ce que je suis narcissique? Non, c'est pas du narcissisme. Ça fait partie des fantasmes sexuels de voir quelque chose d'ordre sexuel. Je ne serais pas surpris que cette personne, par exemple, pendant le rapport sexuel, ait besoin de regarder, de voir son partenaire ou sa partenaire, ou que dans ses fantasmes, il y a le fait de regarder d'autres personnes faire l'amour. Ça fait partie des modes fantasmatiques. Il y a des personnes qui adorent être vues, d'autres qui adorent voir. Il y a même des mecs qui, en se regardant, imaginent que c'est une autre personne en face et un autre mec, et ça les excite, etc. Une sorte d'inception du cul? Ouais, quelque chose de... Voilà, c'est ça. Tu pars dans un délire de ce type-là. Ça pourrait évidemment être du narcissisme. Si tu te regardes, tu dis « Ouais, comment je suis trop beau là, comment ma teub est bonne et tout. » Oui, là, ok. Mais si c'est juste parce que ça t'excite de te regarder, non, c'est juste une question de fantasmatique. Ouais. Est-ce que c'est normal de fantasmer sur les furies? Ce sont des animaux qui sont humanisés. Ça a augmenté ces derniers temps. Oui. Et ça fait partie des recherches qui ont augmenté sur les sites pornographiques. Ça fait partie des fantasmes qui peuvent être, on va dire dans la normalité, le mot normal n'existe pas en sexualité, qui n'est pas classé pathologique, à condition que ça ne devienne pas exclusif. C'est-à-dire la personne qui dit « moi, il n'y a que ça qui m'excite », là on commence à se dire « bon ok, on est tombé dans une déviation de l'excitation » ou que tu commences à fantasmer vraiment sur des animaux, quoi, des animaux réels. Je dirais, comme au début de la toute première question, tout ce qui est de l'ordre du ouais, c'est un kiff, c'est rigolo, c'est un fantasme, mais je peux faire ça aussi, et j'ai d'autres fantasmes. Tant que ça reste comme ça, il n'y a pas de souci. Dès que vous sentez que ça devient obsédant, intrusif dans la tête, parasite, exclusif, là, ça veut dire qu'il y a une dérive qui est en train de se faire. Et on a le droit d'aller en parler à un médecin et de dire « il y a ça qui se passe dans ma tête, on peut en parler ?» C'est un conseil que je vous donne quand vous avez une difficulté sur le plan sexuel. Ou juste vous vous demandez est-ce que c'est normal ou pas. Je vous conseille d'en parler avec quelqu'un qui connaît le sujet, avec un professionnel du domaine, avec un médecin, un sexologue, etc. Parce que souvent, ce genre d'interrogation traîne en tête et on peut pendant des années avoir l'impression qu'on a un problème qu'on n'a pas résolu alors qu'il n'y avait aucun problème à la base. Ou au contraire, on avait un problème et on l'a traîné pendant des années, ce qui vient donner des conséquences psychologiques négatives, on rentre dans des boucles d'échecs infernales, etc. D'ailleurs, la plateforme Charles.co, si on l'a faite, c'est justement parce qu'on s'est rendu compte que sur une centaine d'hommes qui ont des difficultés sexuelles ou des interrogations sexuelles, 30 seulement osent en parler à un professionnel. Et on a plein de patients qui viennent téléconsulter. Plus de 80% nous disent, s'il n'y avait pas la téléconsultation, pas sûr qu'un jour j'aurais été consulté ou en parler avec un spécialiste. Ouais. Normal ou pas normal de se déguiser pour faire du sexe? Oui, ça fait partie des fantasmes. Et la même remarque que tout à l'heure, tant que ça devient quelque chose qu'on impose ou qu'on nous impose, et tant que ça ne devient pas quelque chose qui devient obsédant, je dois le faire, je dois le faire. Mais comme un jeu, aucun problème. Question suivante qui doit aussi être en train d'exploser. Je suis en train de fantasmer sur la voix sexy ou les mots sexy de ChatGPT. Ah ouais. Elle est sexy là, fois? Moi, je la trouve pas sexy. Mais tu peux la configurer sexy. Est-ce que c'est normal ou c'est pas normal? Qu'il y ait une question plus profonde. Ah oui, non, sur la voix, si. D'ailleurs, je vais vous rappeler quand même les éléments qui provoquent une stimulation de l'excitation, ce qu'on appelle les stimuli de la libido. Il y a la vue qui est l'élément le plus connu, qui depuis longtemps on a considéré que ça concerne que les mecs. C'est-à-dire les mecs, ça y est, ils voient un bout de face, il est excité. Les nanas, elles, non, elles sont pas excitées par la vue, c'est faux. C'est juste que les nanas n'osent pas forcément le dire et c'est modulé par autre chose. Donc il y a la vue, il y a les odorats. Regarde, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé tous, qu'un parfum réveille quelque chose en vous, soit parce que c'est le souvenir d'une personne avec qui ça s'est bien passé sexuellement ou parce qu'il se passe un truc. D'ailleurs, les parfumeurs font exprès d'essayer de développer des parfums qui ont un côté attractif. Il y a les sons, et là on rejoint la voix. Est-ce que tu sais que dans les boîtes de nuit, les choix des musiques ne sont pas faits au hasard? Ils sont faits pour que les personnes se laissent embarquer et se mettent en état d'esprit plutôt sexué, que l'attirance soit meilleure, pour que la personne se dise « quand je vais dans telle boîte, j'emballe plus facilement en fait ». Parce que le type de son qu'on va entendre peut jouer. Et le son de la voix d'une personne peut effectivement être très sexy. La preuve, c'est des personnes qui rencontrent quelqu'un via des applis de rencontre. D'abord par chat,
après par téléphone, et là, ils sont hyper excités. Putain, la voix qu'elle a, Et puis le jour, il le voit, il dit merde, la voix correspond pas du tout à l'allure. Je m'étais fait toute une image avec ça. Donc oui, la voix est hyper intéressante. Il y a le goût et le toucher. Pour le goût, pour les personnes qui en doutent, pendant la période Covid, on a eu plein de personnes qui disent j'ai perdu ma libido parce qu'elles ont perdu le goût et l'odorat. Elles ne savaient pas, elles se sont rendues compte à cause du Covid que le fait d'embrasser leur partenaire et d'embrasser sa peau, sentir l'odeur du parfum, l'odeur de sa peau, l'odeur de ses sécrétions même, le goût de la salive de l'autre, etc., faisait partie de leur excitant de base, mais ils n'en avaient pas conscience jusqu'au jour où ils l'avaient perdu. Ça me fait penser à quelque chose, et j'y reviendrai après sur ChatGPT. Est-ce que c'est normal que parfois ces goûts et ces odeurs de l'autre ne sentent pas très bons, mais qu'on aime ça? Ah ouais, d'ailleurs, il y a une phrase que j'adore que m'a dit une fois une de mes patientes. Elle m'a dit, c'est marrant parce que moi, quand je suis amoureuse, mes préférences deviennent ce qu'il est. Et pas, je vais choisir quelqu'un selon mes préférences. Une fois que t'as quelqu'un dans la peau, en fait, limite, son odeur devient l'odeur que tu adores le plus. Sa voix devient la voix que tu adores le plus. On a un système comme ça dans notre cerveau. Si tu n'étais pas amoureux, cette odeur-là, cette voix-là, cette peau-là, tu l'aurais peut-être pas appréciée de la même façon. Pour te dire à quel point c'est vrai, j'ai eu un patient qui n'arrivait plus à avoir d'érection si sa partenaire ne mettait pas du vernis bleu sur les ongles des pieds et des mains. Et à un moment, je me suis dit, tiens, il y a une déviance, il y a un truc, il y a une idée obsédante. Et en creusant avec lui, je me suis rendu compte qu'une partenaire qu'il avait eue avant, avec qui il était mais amoureux de fou, elle mettait souvent ce vernis-là. Et il a associé l'odeur de vernis au fait que ça va être génial, quoi, ça va être un excellent moment. Et même lui, il n'avait pas fait le lien avec ça. Donc tu vois, toutes ces stimulations-là sont très variables comme ça d'une personne à une autre. Et il y a une dernière stimulation, c'est le côté complicité émotionnelle. Tu as même plein de mecs qui disent, mais moi, la nana peut être la plus belle du monde. S'il n'y a pas un truc, s'il n'y a pas une connexion, ben je ne peux pas. Beaucoup de filles disent aussi, j'ai beau le trouver le mec le plus sexy du monde. Si, quand je le vois à poil, je me dis, ah la vache, qu'est-ce qu'il est sexy. Mais si une demi-heure après, on s'est pris la tête, ben, même s'il passe à poil devant moi, je ne vais pas y aller. Donc, il ne faut pas oublier ce phénomène-là en plus, quoi. Mais ChatGPT, pardon, pour revenir dessus, l'intelligence artificielle est en train d'apprendre exactement ce qu'on a besoin. Moi, je suis persuadé que dans les années qui vont venir, on va avoir de plus en plus le fameux robot sexuel. Je pense qu'on n'est pas très loin. Il y a un truc qui est en train de se préparer, alors pas forcément comme on voit dans les films, mais il y a quelque chose. Ça t'inquiète ça, ou au contraire, tu penses que ça pourrait être un espace de jeu? Non. Comme toute amélioration technologique, il y en a qui l'utiliseront à mauvais escient, il y en a qui l'utiliseront à bon escient. Internet, c'est pareil, les réseaux sociaux, c'est pareil, etc. Par exemple, utilisation à bon escient, il y a maintenant des sextoys qui, grâce à l'intelligence artificielle, détectent le tonus du vagin et vont adapter la vibration et le volume du sextoy va changer en fonction du tonus du vagin. Ça, par exemple, c'est génial de mettre l'intelligence artificielle dedans. Crier le nom de quelqu'un d'autre pendant l'orgasme. Normal ou pas normal? Je suis en train d'imaginer la tête de l'autre. Eh oh, ouais, t'es où là? Non, c'est Marina. Moi, c'est Marina. Je sais pas si vous le savez, pendant l'orgasme, on a un électroencéphalogramme presque plat. Hein. Ah ouais? On pense plus? Et je vous défie de calculer 1 + 1, ça fait combien pendant que vous jouissez, hein. Vous allez mettre 3 secondes, 4 secondes, ne serait-ce qu'à comprendre la question. Et donc oui, ça peut arriver qu'on débloque un peu, d'ailleurs l'orgasme, je sais pas si tu sais, en psychanalyse, ils appelaient ça la petite mort. Ouais. Est-ce que c'est normal ou pas normal d'aimer les trucs bien sales? Pour vous, c'est quoi sale? Et tu vas voir que pour certaines personnes, c'est pipi caca, les scatos, etc. Pour d'autres personnes, ça va être faire l'amour en public. Pour d'autres personnes, ça va être se mettre dans telle ou telle position avec mon partenaire ou ma partenaire. D'ailleurs, je me souviens dans une consultation, le couple, la femme, elle dit oui, il aimerait que je fasse des trucs sales, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et j'avais demandé ce qu'il demandait, en fait, lui. Et lui, ce qu'il demandait, c'était simplement qu'elle puisse avoir des attitudes un peu aguicheuses, en fait, un peu plus sexuelles, c'est-à-dire qu'elle ne se cache pas sous les draps, etc. Sauf qu'elle, pour son niveau, sur le plan sexuel, c'était du sale. Et lui, il disait, mais non, en fait, moi, je veux juste qu'elle se sente à l'aise avec moi, qu'elle ne se cache pas. Moi, j'aime... elle aimait pas ses seins, moi, j'aime ses seins, elle les cache tout le temps.
Et pour elle, c'était du sale de se mettre comme ça. Et voilà. Donc c'est pour ça que... Le curseur n'est pas le même pour tout le monde. Le curseur, en fait, on ne sait jamais où il est. C'est pour ça qu'il vaut mieux demander. Donc je ne saurais pas répondre à la question. Il précise, en fait, la question c'est, est-ce qu'on peut être intelligent et aimer les trucs bien sales? Je suis en thèse, mais je mate des hentai tentacules. Ah, ok. Oui. Pour moi, le fait d'avoir des fantasmes très élaborés, c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, ce type de sexualité où on y va et on fait des trucs, des fantaisies et tout ce que tu veux. On parle de sexualité, oui, ils ont fait l'amour comme des bêtes bestiales. Et pourtant, c'est la sexualité la plus éloignée de la sexualité animale. Parce qu'il n'y a pas un animal qui fantasme sur des hentai. Enfin, à ma connaissance, je demanderai à mon chien. Mais... Normal ou pas normal d'être excité, mais de ne pas bander? Oui, l'excitation, c'est au niveau de la tête. L'érection, elle nécessite autre chose. Par exemple, si vous avez une excitation mais que vos nerfs ne fonctionnent pas correctement, vous allez être hyper excité en haut, mais en bas le pénis il ne le sait pas. Ou si vous êtes en stress, du genre j'espère que je vais y arriver, j'ai envie, je suis excité, et il n'est pas au courant lui. Et comment je peux le mettre au courant? En fait, c'est lié au fait que quand tu as peur, tu sécrètes beaucoup de catécholamine, c'est-à-dire l'adrénaline, ce qui contracte les artères. Et donc tu as ton pénis qui reçoit une information qui lui dit « Vas-y, j'ai envie là, il faut que les artères s'ouvrent », et une autre information qui dit « Non, vas-y, je suis en stress là, vas-y, ferme les artères ». Le système de protection, heureusement, dans notre corps, écoute la peur. Pourquoi? Parce que imagine qu'un jour, tu as envie, tu es très excité, et puis un lion qui t'attaque. Mais si tu restes juste excité, etc., tu vas tuer par le lion. Et donc le système fait que dès que tu as peur, rien que la peur de ne pas y arriver, bah, ça suffit pour bloquer le système érectile. On fera une vidéo sur les troubles érectiles. Ce qu'on appelle l'angoisse échec. Pas ressentir du désir pour sa partenaire. Ça ou son partenaire, normal ou pas normal? Selon les circonstances, c'est normal. Par exemple, tu en veux à la personne, c'est normal. C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un et de le désirer. Tu maternes ou tu paternes la personne, c'est hyper difficile, la fameuse expression « je suis pas ta mère, je suis pas ton père ». Parce que c'est super difficile de désirer quelqu'un qu'on considère comme qu'on infantilise en fait. Le fait aussi que la personne en face ne joue plus le jeu de séduction. Tout ça va conduire à des situations où tu dis « mais en fait je l'aime ». Je suis même très attaché à cette personne, mais je n'arrive pas à avoir du désir. Et il y a une autre circonstance, c'est si toi, tu n'es pas en forme. Petit rappel, les 4 conditions qu'on a besoin pour avoir du désir. Premièrement, pas être crevé, fatigué, ratatiné. Deuxièmement, pas avoir de grosses contrariétés majeures dans la tête à ce moment-là. Troisièmement, pas avoir de conflit qui n'est pas réglé et qui nous pèse avec la personne avec qui on est. Quatrièmement, avoir un peu de temps devant soi. Compte le nombre de fois dans une relation de couple, tu as les 4 conditions. Et tu vois qu'en fait, c'est plus ce qui nous entoure qui bloque la libido que ça. Et je rajouterai une dernière qui, elle, ce que je vais dire là, ça va faire flipper beaucoup de personnes, mais ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent en couple parce qu'ils trouvent que cette personne est une personne bien, les mêmes valeurs. Le choix de la personne est très raisonnable, cartésien, quoi. Ça n'excite pas. Et tu as des personnes qui disent « Oui, mais à chaque fois que j'ai choisi quelqu'un qui m'attirait, qui m'excitait, ça s'est mal passé. » On peut trouver un équilibre entre les deux. Par exemple, les personnes qui disent je sors avec lui ou avec elle parce que je sais qu'elle a les mêmes projets que moi, ça fera une bonne maman, ça fera une bonne mère de famille, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, etc. Ok, tout à l'heure j'ai parlé de ce qui stimule le désir. J'ai pas dit que ça stimule le désir. Si on choisit une personne que pour ça, effectivement, on peut se retrouver dans la situation, on dit c'est bizarre, je l'aime mais j'arrive pas à avoir du désir. Et donc c'est le moment de commencer à dire tiens, est-ce que je pourrais pas l'avoir d'une façon plus sexuée? Je vous donne un exercice, ça va perturber beaucoup de personnes. Essayez d'imaginer votre partenaire avec une autre personne et de vous dire est-ce qu'une autre personne pourrait la trouver méga sexy? Et là, tout d'un coup, on dit ah ouais, tiens, faudrait peut-être que je réveille en fait de mon côté. Normal ou pas normal, se masturber quotidiennement? Alors, c'est pas la fréquence qui va compter. Là où on tombe dans l'anomalie, c'est-à-dire pathologie, c'est 3 choses. Tu retiens 3 choses. Si tu sens que ce n'est plus une envie, c'est un besoin. Tu sens que c'est plus fort que toi. Deuxièmement, si tu sens que le jour où on t'empêche de le faire, genre t'avais prévu, quelqu'un arrive, etc., t'es pas bien, t'es en manque. Troisièmement, si tu sens que ça te prend la tête, t'y penses, t'es limite au point d'arrêter de faire tel ou tel truc pour aller te masturber ou tu perds ton temps à le faire. Si tu as ces 3 critères, c'est que t'es tombé dans l'addiction à la masturbation, quelle que soit la fréquence, et là, il vaut mieux consulter, effectivement. Normal ou pas normal de ne pas s'aimer? Dans un couple ou en général? Non, soi-même, t'es là et... Ah, de ne pas s'aimer soi-même. Ça arrive, mais c'est source de souffrance. Donc on va le classer dans le pas normal parce que ça induit une souffrance. Si vous ne vous aimez pas, surtout, ne restez pas seul avec ça
Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris à ma fille, donc je vais me permettre de l'apprendre. Ne laisse jamais personne te faire croire qu'on ne peut pas t'aimer. Et si tu as l'impression qu'autour de toi, personne ne t'aime, cherche. Il y a quelqu'un qui t'aime, t'es pas au courant. Il y a quelqu'un qui t'aime que t'as pas encore rencontré. C'est impossible qu'une personne passe une vie entière sans avoir de l'amour. On a besoin d'amour autant qu'on a besoin d'eau, de sommeil et de bouffe. Je crois qu'on va finir là-dessus. Gilbert, merci beaucoup. Merci à toi. Vraiment, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup. On rappelle pas de normal ou d'anormal. C'était pour le titre voilà, de la c'était pour de jouer la vidéo, le jeu. Pour jouer le jeu. Et que c'est souvent des questions que posent les patients. Mais globalement, vous pouvez pas vous tromper à les consulter. Il y a des experts qui sont là pour vous écouter. On peut trouver sur la chaîne de Charles.co. Je mets le lien en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, Charles. Avec grand plaisir. Charles, Gilbert, vas-y, comme tu veux. Allez, à la prochaine. Ciao. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez regarder celle-ci que j'avais faite avec Sabrina sur l'éjaculation précoce en attendant qu'on tourne la prochaine avec Gilbert. Gilbert, il y a une autre vidéo que tu aimerais pousser éventuellement de ta chaîne? Je vais en mettre une de mon choix que j'aurais choisi de ta chaîne. À la prochaine, ciao.